Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 15e Mo Talks à 18h30 pile. Et donc pour ce Mo Talks, j'aurai la joie, le plaisir d'accueillir Simon Bernard. Peut-être avant de commencer ce moment, peut-être avec des habitués, donc ce sera récurrent pour vous. Je vais vous rappeler l'origine du projet. Et l'origine du projet, c'est lié à Moho. Moho, c'est né d'un constat qui n'a jamais autant eu de sens que pendant la période du coronavirus, celle qu'on vit encore aujourd'hui. C'est qu'on doit tous faire collectivement face à des challenges énormes, climatiques, politiques, démocratiques. L'ambition de Moho, c'est d'initier un nouveau d'idée, du positive impact. C'est de reprendre cette analogie du débarquement de 1944, où il y a eu 156 000 jeunes qui sont venus de 12 pays pour cette fois pour faire une coalition mondiale. Et en fait, l'idée, c'est de recréer ça pour trouver des solutions à nos grands enjeux contemporains. Pour commencer, Mo va se concentrer sur deux grands thèmes, qui sont l'inclusion et la transition écologique. Et pour ces actions, Mo va s'appuyer sur 4 piliers. Un lieu incroyable qui, pour l'info, est ouvert, alors en off depuis peu, depuis début février, mais qui sera véritablement ouvert au public dans le premier semestre, de 7500 mètres carrés à Caen, en Normandie, rappelant les plages, et qui sera le premier Collider en Europe, un grand événement annuel qui rassemblera toute la communauté et des programmes à impact, ainsi qu'une communauté mondiale, dans le principe du Collider, qui est de réunir des étudiants, des citoyens, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des athlètes, pour créer cette belle coalition qui sera activement impliquée dans chacun de nos piliers. Donc, on a commencé les Mo Talks lors du premier confinement, avec, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Christian Clot, puis on a reçu Gilles Boeuf, on a reçu plein de speakers passionnants. Pour ce 15e épisode, on va recevoir un autre speaker passionnant que moi j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2017 lors d'un bel événement qui s'appelait Tech for Planet. Et donc c'est Simon Bernard de Plastic Odyssey. Et avant de te passer la main, Simon, je vais juste reprendre un peu le pitch du départ. Chaque minute, il y a 19 tonnes de plastique qui sont déversées dans l'océan, détruisant la faune, la flore et directement en fait la santé humaine. Il y a plusieurs actions qui sont engagées par des associations ou des organisations. On pense à Ocean Cleanup, on pense à Surfrider, on pense à Sea Shepherd. Ces mouvements-là, pour contrer ces catastrophes, deviennent massifs et s'unissent. Dans ce 15e Mo Talks, on va donc inviter à découvrir un de ces acteurs majeurs, Plastic Odyssey. Son vaisseau amiral, c'est une plateforme de recherche itinérante pour assembler, développer et diffuser les solutions face à la pollution du plastique. Son enjeu, c'est de fédérer un réseau mondial d'initiatives locales pour favoriser le recyclage, stopper le rejet plastique. Et donc, c'est maintenant, sur les Mo Talks, avec la participation de Madines, de Make Sense, de 21 La Croix-Rouge, de School Lab, de Raise Lab, de Sogood et d'Ivatech. Bonjour Simon. Bonjour Arnaud. Ça va bien? Eh ben, écoute, ça va très bien. Très content de cette invitation et bonjour à toutes et à tous. Et tu nous rejoins où là? T'es Là, je à suis en direct Marseille? de Marseille, exactement. Parfait. Les bureaux de Plastic Odyssey, toute l'équipe quasiment est à Marseille. L'idée, c'est qu'on va aborder plein de sujets, des sujets perso. Tu vas, j'espère, pouvoir nous raconter un peu l'aventure de Plastic Odyssey. Et je pense que la première chose à expliquer, c'est toi, d'où tu viens et qu'est-ce qui a provoqué en fait ce moment où tu t'es dit en fait je vais m'engager dans ce projet qui est un peu fou. Je citais 2017, mais c'est même antérieur à 2017 cette idée. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Donc moi, pour revenir un peu en arrière, j'ai grandi à Concarneau, en Bretagne, ce qui a une importance parce qu'à Concarneau, en ce moment, il se passe depuis quelques années quelque chose d'un peu unique autour du navigateur Roland Jourdain, qui a créé tout un écosystème d'explorateurs. Et donc j'ai grandi au bord de la mer. J'ai fait des études pour devenir officier de marine marchande. C'est comme ça que j'ai commencé à appliquer cette passion pour l'océan concrètement en naviguant et en faisant mon métier. Donc j'ai navigué pas très longtemps, hein. Vous imaginez, j'ai pas une longue carrière dans la marine marchande, mais Tu as quel âge, Simon? Juste, on m'a j'ai demandé plusieurs fois, on me dit, mais il fait hyper jeune. Quel ouais, âge tu as? alors je fais jeune, j'ai 29 ans, je suis jeune, mais un peu moins que ce que laisse paraître mon manque de barbe. Mais donc j'ai passé quasiment 1 an et demi, 2 ans sur des bateaux de commerce, des porte-containers, j'ai pas mal navigué sur les bateaux, les ferries qui font Bretagne-Angleterre.
Et donc ça j'ai adoré ce côté être sur l'océan et en faire mon métier, mais il me manquait quand même un peu de sens, il me manquait un côté aussi créatif que j'ai découvert pendant mes études en faisant pas mal de projets étudiants. Et donc j'en suis venu petit à petit, de projet en projet, à découvrir le monde des explorateurs, le monde des low-tech aussi. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Et j'ai découvert tout l'écosystème d'Explore à Concarneau, Roland Jourdain, Under the Pole avec Emmanuel, qui je crois qui a participé il n'y a pas très Oui, longtemps. qui a fait un mot talks, effectivement. Et donc, en fait, j'ai découvert un peu cette communauté, je donnais des coups de main à droite à gauche, et j'ai rencontré Corentin de Châtel-Perron, qui est un jeune ingénieur aussi, qui, lui, travaillait sur les low-tech et l'open source. Donc, comment est-ce qu'on arrive à démocratiser la technologie pour travailler sur des systèmes qui vont servir au plus grand nombre, avec des questions d'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture. Son truc, c'était de dire, aujourd'hui, 90% des ingénieurs, des designers travaillent pour 10% de la population. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre à profit nos cerveaux, notre matière grise, pour travailler sur des grandes problématiques? Donc, moi, je me suis intéressé au dessalement de l'eau. Donc, j'ai développé un dessalinisateur pour transformer l'eau de mer en eau douce, toujours avec cette même logique de faire des systèmes qui sont les plus simples possibles. Donc, avec cette fameuse phrase de Saint-Exupéry qui dit que une solution est aboutie non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Donc, c'était vraiment ça l'approche, et je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Faire de la low-tech, on n'est pas habitué à faire des choses simples, efficaces, ingénieuses. Et pourtant, c'est ça qui permet d'avoir un impact le plus faible possible et de consommer le moins de ressources. Et donc, je suis parti, en fait, c'est parti un peu de là, cette approche de la low-tech, de l'open source. On partage les connaissances au lieu de poser des brevets sur des technologies, de garder le savoir. On partage pour accélérer l'innovation et faire en sorte qu'elle se réplique, qu'elle se répande un maximum. Et donc, je suis parti sur un bateau qui s'appelait Nomade des mers avec Corentin pendant 2 semaines. Donc, j'ai préparé avec lui l'expédition sur mon temps libre pendant 1 an. Et je suis parti sur ce bateau un peu fou avec plein de systèmes pour donc dessaler l'eau de mer, se nourrir, avoir accès à l'énergie. Et j'ai fait escale à Dakar avec lui. Et c'est là où j'ai pris un peu de plein fouet la pollution plastique. Parce qu'il faut savoir que contrairement aux idées qu'on peut avoir, le plastique ne flotte pas, en tout cas très très peu, et s'il flotte, c'est des microparticules. Donc quand on navigue, on ne voit pas d'île de déchets. C'est pas, la pollution plastique, ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en mer. On voit de temps en temps des sacs plastiques et autres, mais c'est pas forcément, il n'y a pas d'île visible, c'est des microparticules. Et donc c'est vraiment en faisant escale à Dakar, c'était une des anses les plus polluées, que je me suis rendu compte de tout ce plastique qui se déversait, parce que la plage était remplie de déchets. Il y avait même un ponton, une passerelle qui avait été construite pour pouvoir accéder à la plage, tellement il y avait de On pollution. s'organisait pour. Ah, exactement. Et en même temps, il y avait dans la ville une ingéniosité incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque coin de la rue, tu pouvais aller te faire construire une casserole en alu à partir de canettes qui venaient d'être fondues dans un moule en sable. Il y avait une ingéniosité qu'on ne retrouve pas en fait ailleurs. Et ça, c'est hyper inspirant. Plein d'artisanat, de chaudronniers qui savaient souder merveilleusement bien, de sculpteurs. Et je me suis dit, si on arrive à avoir cette même approche qu'on peut avoir sur l'accès à l'eau, à l'énergie, sur le plastique, qui est un matériau un peu compliqué, si on arrive à démocratiser ce savoir-là avec des techniques simples, accessibles et sans brevet, on va pouvoir faire vivre des gens partout dans le monde, créer des entreprises sociales à une petite échelle, et puis transformer ces déchets-là pour en faire une ressource, et donc éviter qu'ils soient laissés par terre. Parce qu'aujourd'hui, même si on arrête la production de plastique, on a 5 milliards de tonnes qui n'ont pas été traitées, qui sont dans la nature et qui continuent de se déverser. Comme tu disais, à raison de 20 tonnes par minute, quasiment. Donc, il y a une quantité énorme de plastique qui est là, en décharge sauvage, et qui se déverse dans l'océan, dans la nature. Donc, l'idée, c'est vraiment d'agir là, en urgence, en se disant, si on arrive à faire vivre des gens grâce à ces déchets, on a résolu un peu 2 problèmes. On a fait d'une pierre deux coups et on limite complètement cette pollution plastique.
Et quand tu regardes les chiffres, si on recycle un déchet sur deux dans les 20 pays les plus contributeurs, on résout le problème à hauteur de 40%. C'est-à-dire qu'on limite la pollution de plastique de l'océan de 40%, juste en recyclant un déchet sur deux dans 20 pays. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. On se dit, il y a un problème, il y a quand même des solutions concrètes, accessibles. Ça fait quand même beaucoup, hein, un déchet sur deux, parce qu'on en consomme beaucoup. Mais par la multitude de petits acteurs, de petites entreprises locales du recyclage, l'idée, c'est d'arriver à des grands volumes à terme. Et donc là, c'était sur le bateau nomade. Et donc ça, c'est l'idée. Donc en fait, l'idée, elle est née de cette expédition avec Corentin, de ce temps passé à bord du Nomade des mers à Dakar. Et c'est en rentrant, donc j'étais encore à l'école, j'étais en dernière année, parce qu'on fait une première partie d'études, on devient officier, on travaille sur les bateaux, et ensuite on retourne une dernière année à l'école pour être capitaine, pour le brevet de capitaine. Et donc c'est pendant cette dernière année, c'était en 2016, où en rentrant d'expédition, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je n'ai pas envie de continuer à pousser de l'eau sur des ferries et transporter des gens. J'ai envie de monter un projet qui a du sens et de m'attaquer à cette problématique-là. Ça m'avait toujours un peu titillé quand même, tous ces grands enjeux-là, que ce soit la pollution des bateaux. J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi pendant mes études. Réduire la consommation du shipping, des navires de commerce, Là, trouver des solutions. alors, il n'est pas encore passé en Mo Talks, mais je vous invite à regarder ce que fait Nice Joyeux Ouais. de Zéphyr et Boré, qui est en train de construire une des premières compagnies de cargo à voile. Voilà. Et ils ont gagné un très beau contrat, puisque c'est eux qui vont transporter la fusée Ariane, donc en Guyane prochainement, et le bateau est en construction. Un ami à toi, je crois que vous connaissez avec Nice. Ouais, c'est vraiment incroyable ce qu'ils sont en train de faire et je suis super content. J'ai vu que la quille avait été posée, donc c'est assez symbolique pour un bateau. Ça y est, les premières tôles ont été construites et c'est incroyable parce on se suit vraiment depuis le début et de voir l'aboutissement et connaissant toutes les difficultés qu'il peut y avoir quand on monte des projets comme ça, ouais, c'est super encourageant de voir ça. Donc on rebook, je t'ai coupé, on rebook sur Plastic Odyssey. Juste, je te recoupe une dernière fois. Posez vos questions sur Q&A. Je ne vais pas les oublier, je vais les glisser au moment des conversations. N'hésitez vraiment pas. Mais bon, allons-y, continuons sur Plastic Odyssey. Donc, tu te dis, j'ai pas envie de drainer de l'eau toute ma vie, j'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc ça part de cette expérience-là, de cette envie-là. Et puis, en rentrant, l'idée commence à émerger, assez inspirée finalement de ce qu'on faisait avec Nomades des mers, en se disant, le bateau, finalement, c'est un super outil parce que ça permet, ça raconte une histoire déjà, ça permet de transporter tout un tas de solutions, d'être un démonstrateur. On vit à bord de ce bateau, on utilise ces solutions, et surtout d'aller d'un pays à l'autre pour les faire connaître. Donc c'est vraiment inspiré de cette expérience-là. Je me suis dit, on va récupérer un bateau. Et puis au début, je voulais récupérer un bateau de Cousteau, un des bateaux qui pourrissent un peu à quai. Et je me suis dit, on va installer plein toutes des machines de recyclage qui sont low-tech, qui sont open source, et on va aller les faire connaître. On va faire en sorte qu'elles soient répliquées un maximum et qu'il puisse y avoir du recyclage partout où il n'y en a pas aujourd'hui. Donc l'idée a mûri. Je me suis retrouvé avec un copain de promo qui était dans plein de projets aussi, qui adorait l'entrepreneuriat, Alexandre. Et à la fin de l'année, il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu dis si je te rejoins? J'arrête de naviguer aussi et je te rejoins. Et c'est parti de là, on est partis tous les deux et on s'est retrouvés sortis d'école. Tout le monde avait déjà ses embarquements et travaillait déjà dans des compagnies. Et puis nous, on s'est retrouvés à terre. Et pour un marin, c'est vrai que c'est quand même un sacré truc de se dire, OK, on pose ses valises à terre. C'est pas évident. Moi, je me suis retrouvé en plus à Paris pour monter le projet. Et donc, ça demande encore plus d'efforts quand on vient pas de la capitale. Et donc, j'ai vraiment, c'était un grand saut dans l'inconnu pour moi. Et de se retrouver là, et ça a été une super expérience. Et ça fait maintenant plus de 4 ans, là. Alors, j'aimerais bien savoir justement comment est-ce que je vois l'un de tes sponsors principaux sur le pull. J'aimerais bien savoir comment est-ce que d'une idée, peut-être d'un plan sur un bout de papier, vous êtes arrivé à construire ces premiers projets.
Il y a aussi, il faudra qu'on parle de ce bateau, ce prototype qui a été posé à un moment sur les Galeries Lafayette, je crois, au dernier étage. C'était assez étonnant, on y reviendra. Je vais prendre une question alors je n'ai pas le nom, d'un spectateur anonyme qui nous dit « Bonjour, merci pour votre initiative que j'admire beaucoup. Une question sociale, comment vous assurez-vous d'intégrer la population locale, de respecter leurs idées et d'éviter le phénomène white saviors ?» Ce qui correspond je précise dans le contexte, qui correspond à la première observation que tu as pu faire à Dakar et qui correspond alors on craque un peu le moment, mais on y reviendra, qui correspond à la mission que peut avoir Plastic Odyssey, puisque l'idée, c'est d'aller identifier ces initiatives locales. Mais peut-être y répondre déjà, et on y reviendra aussi par la suite. On pourrait y revenir, mais effectivement, c'est vraiment la chose qu'on essaye d'éviter, et c'est très compliqué, en fait, parce que même en ayant ça en tête, en se disant il faut à tout prix l'éviter, on a quand même cette tendance-là à pouvoir, en tout cas, faire plus de mal que de bien. Donc, l'idée qu'on a, justement, c'est de travailler en open source et de développer des solutions grâce à un réseau mondial. Donc, typiquement, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais les solutions techniques qu'on développe, on les développe avec déjà des recycleurs des pays du Sud. Donc, en Afrique du Sud pour la pyrolyse, au Caire en Égypte pour le broyeur à plastique, tout ça. Donc, c'est des solutions qui existent déjà sur le terrain, qui sont utilisées, qui ont fait leurs preuves et qu'on va rétro-ingénierer et mettre en open source pour qu'elles soient répliquées un maximum. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, le bateau, ça va être une sorte de résidence. C'est une sorte de Fab Lab résidence, puisqu'on peut vivre, on peut avoir 20 personnes à bord du bateau. Et en fait, au lieu d'arriver avec des solutions toutes faites en disant « faites comme chez nous », entre guillemets, ça fonctionne, on va arriver avec des outils qui sont libres de droit, qui peuvent être modifiés, améliorés, et on va mettre ces outils à disposition d'entrepreneurs, de porteurs de projets dans chaque pays d'escale. Donc en fait, on invite à bord, en résidence, pendant les 3 semaines d'escale, les entrepreneurs, et on leur met à disposition les outils, les connaissances qu'on peut avoir, et on collabore réellement avec eux pour co-développer des solutions qui sont pertinentes dans le pays. Donc l'idée, ce n'est pas de développer nous-mêmes ces solutions-là, c'est de le faire avec des entrepreneurs locaux, avec des ingénieurs locaux, et d'avoir à la fin un catalogue de solutions qui répond à des besoins de chaque pays, et que chacun va pouvoir reprendre et adapter en fonction de ses propres besoins. Donc l'approche, elle est comme ça. Une question de Rémi Joly qui dit « Comment sont développées les nouvelles technologies qui sont testées? Comment est-ce qu'elles sont testées puis partagées ?» Alors justement, là, on a constitué un réseau de partenaires techniques qui vont vraiment dans le monde entier, comme je disais, en Afrique du Sud ou en Égypte, et qui vont être soit déjà des recycleurs qui recyclent déjà à grande échelle ou à petite échelle, soit des experts en ingénierie, en mécanique, des grosses entreprises qui nous mettent à disposition des ingénieurs pour développer les systèmes. Et après, ça reste des machines de recyclage. Le recyclage du plastique, ça se fait dans l'industrie depuis des années, donc ça reste des principes de base qui sont connus. Broyer du plastique, on le fait depuis très longtemps. Ce qu'on essaie de faire, c'est arriver à, comme je disais tout à l'heure, retirer ce qui n'est pas nécessaire et arriver à un système qui est le plus simple à faire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une pièce qui va être ronde, qui est difficile à faire parce qu'il faut une machine pour arrondir la plaque, on va faire une plaque qui est hexagonale, qui a juste besoin d'être pliée. Ce genre d'approche qui permet de facilement construire une machine, facilement construire les pièces avec des moyens, des outils assez basiques qu'on retrouve partout dans le monde, un poste à souder, un tour, des outils vraiment universels. Et donc ça nous permet d'avoir des systèmes qui sont inspirés de ce qui se fait dans l'industrie, mais finalement qui a été pensé pour être le plus simple possible. Il y a beaucoup d'autres questions qui vont parler des projets. Je voudrais juste qu'on fasse une toute petite pause sur un point, parce que tout le monde ne connaît pas Plastic Odyssey. Tu l'as expliqué assez rapidement, et moi je l'avais expliqué en introduction. On va reparler de Plastic Odyssey. Ensuite, on va parler, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont là-dessus, sur les projets concrets que vous pouvez initier. Mais je dirais, ceci n'est pas un bateau. C'est ça. Parce qu'effectivement, on parle de bateau depuis tout à l'heure, et donc, comme je disais, le bateau, c'est quand même un formidable outil pour déjà transporter toutes ces machines qu'on va
qu'on va démontrer, qu'on va utiliser. Donc, on a 20 tonnes à peu près de machines, 200 mètres carrés. C'est un vrai atelier de recyclage à bord d'un bateau qui fait 40 mètres. C'est un ancien bateau de recherche océanographique. Et c'est vrai que quand on voit ça à première vue, qu'on n'a pas forcément creusé le sujet, on pense que le bateau va nettoyer l'océan. C'est un raccourci qui est assez simple. En réalité, comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de plastique qui flotte. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est en plus de ça des microparticules. Et le grand problème, et aussi c'est ça qui fait la beauté de l'océan, c'est que l'océan, c'est pas que de l'eau, c'est de la vie. C'est des planctons, du plancton, des micro-organismes. Donc, aller retirer les microparticules parmi les planctons, c'est pas possible en fait. Si on passe un coup de chalut, on ramasse la vie avec. Donc, nous, on n'a pas choisi cette voie-là. On s'est dit, le plastique qui est là, finalement, c'est trop tard, malheureusement. Il va finir par se dégrader, couler et se dégrader. Ce qu'il faut, c'est arrêter le flux de plastique. Donc, il faut que ça ne soit pas un bateau qui nettoie, mais plutôt un bateau qui aille faire escale dans les pays, remonter le problème à la source, pour aller aider des entrepreneurs à recycler du plastique et stopper la pollution. Donc, l'axe est là. Donc, effectivement, c'est un bateau, mais finalement, c'est un outil, ce bateau. Ça pourrait être autre chose. Il s'avère que c'est le moyen le plus simple pour remonter le problème de la pollution plastique à la source dans des pays, dans des milieux insulaires parfois qui sont difficiles d'accès. Et ça nous permet de transporter quand même du monde, une vingtaine de personnes, un atelier avec des machines-outils. Donc c'est quand même c'est un très bon moyen d'arriver à ce qu'on veut faire. Mais finalement, ce n'est pas une fin en soi. Alors, je vais revenir encore une fois sur les projets. On va y arriver. Et je voudrais comprendre comment, donc tu sors de tes études, tu arrives à Paris, tu as eu avec vos deux associés un plan, une idée. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, peut-être en accéléré, mais qu'est-ce qui a switché dans la tête des partenaires que tu as pu rencontrer ou des financiers, des gens? Quel est en fait ce moment qui a fait que d'une idée est apparu des prototypes et aujourd'hui, un projet, tu parles d'un bateau qui fait 40 mètres, on parle d'un gros bateau, et puis on parle d'une destination, d'un odyssée qui va durer un certain nombre de temps et qui va aborder tous les coins de la planète. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire-là? Et ensuite, promis, on bascule sur les projets associés à Plastic Odyssey. Donc oui, avant d'acheter un bateau de 40 mètres, on a fait nos preuves sur un plus petit projet. Parce qu'on s'est dit, on est jeunes, donc on est trois associés, Alexandre, Bob et moi. On est tous jeunes, on n'a pas de réseau, pas de famille connue, ni rien. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse nos preuves. Donc on avait quand même cette vision qui est un peu nouvelle, unique et ambitieuse de dire, on va démocratiser le recyclage dans le monde entier. Et créer des emplois en stoppant la pollution. Donc, je pense que c'est ça qui a plu aux partenaires. C'est cette vision un peu ambitieuse, assez grande du problème. Et derrière, quelque chose d'assez concret, on s'est dit, on va commencer par un petit projet. On ne construit pas un bateau de 40 mètres, on va faire un bateau qui fait 6 mètres. Et on va faire notre premier bateau ambassadeur. Donc, on va installer dessus un système de recyclage. Donc là, c'était la pyrolyse qui permet de faire du carburant avec les déchets qu'on ne peut pas recycler autrement. C'était notre premier prototype qu'on a développé avec aussi un partenaire industriel en open source, ce qui était très nouveau. Et on a fait ce bateau, on travaillait avec des designers pour faire quelque chose d'assez extraordinaire, unique, et on a fait un truc qui ressemble à rien. On dirait un ovni. Et ça fait un peu DeLorean de Retour vers le futur, puisque l'idée, c'était on met des déchets dans le réservoir et on le transforme en carburant pour faire avancer le bateau. Et ça nous a permis de nous faire connaître. C'est vrai que ce n'est pas forcément le but du projet, puisque le but, il est à terre, mais le fait d'avoir ce bateau emblématique avec une histoire assez marrante à raconter en disant le bateau avance avec des déchets, ça a plu beaucoup aux médias, ça a permis de faire connaître le projet et derrière de raconter l'histoire qu'on avait à raconter, qui est un peu plus complexe que juste faire avancer un bateau avec des déchets. Mais ça a été le premier point, le premier projet déclencheur. Donc là, on a réussi à trouver des partenaires, des premiers mécènes qui croyaient dans cette idée, dans l'équipe, et qui nous ont permis, en 2 ans, construire un bateau, construire les premières machines et faire un tour de France avec le bateau.
Et effectivement, on a fini par faire un événement sur le toit des Galeries Lafayette. Donc, on a fermé le boulevard Haussmann avec une grue. On a gruté le bateau à 30 mètres sur le toit. Donc, ça, c'était assez incroyable. C'était plus symbolique, mais on s'est retrouvé avec ce bateau vraiment dans l'axe de la Tour Eiffel. Donc, il y a des super photos. Et à partir de là, c'est marrant, les gens ont commencé à nous croire. Les gens ont commencé à dire « Ah ouais, en fait, c'est pas forcément un petit projet étudiant. Finalement, ils sont assez sérieux. » Et donc, c'est parti de ça, de cette preuve de concept en disant on est capable de faire quelque chose avec assez peu de moyens, assez rapidement. Et donc, on a réussi à convaincre d'autres partenaires, sponsors cette fois, et à monter un projet assez ambitieux. Maintenant, on est une vingtaine dans l'équipe, donc il commence à y avoir du monde. Et on a réuni plus de 300 ingénieurs, avec tous les partenaires techniques qui travaillent autour du projet. Et donc ça a été grâce à, on a dû faire un petit projet à la base pour vraiment lancer la machine. Et aujourd'hui, les partenaires, il y a l'Occitane. Donc on a l'Occitane en Provence, qui est un des partenaires principaux. On a Clarins, Crédit Agricole et la Matmut. Après, on a des plus petits partenaires. Et donc là, aujourd'hui, on a, on va dire, 70% à peu près du budget. Il nous manque encore un ou deux partenaires. Mais on a déjà pu quasiment réunir toutes les pièces du puzzle, puisque le bateau est là, il va sortir de chantier dans les mois qui viennent, et puis tout le parc machine, le catalogue de solutions a été développé, construit et prêt à embarquer sur le bateau, là. J'ai une anecdote je sais qu'elle est vraie, parce que c'est un proche de lui qui m'a raconté ça. Je ne sais pas si c'est lié à Plastic Odyssey, mais je sais que le président, le fondateur de Clarins, un jour utilisait en fait ces appareils qui peuvent avoir les petits morceaux pour mettre les crèmes là. Il y avait des petites billes qui étaient des billes en plastique, je crois, à ce moment-là. Et il a trouvé incohérent que Clarins puisse réaliser ce type de produit avec ces morceaux de plastique, et sa réflexion a été d'aller voir la direction d'innovation en disant ça, vous me le changez tout de suite, et ça a été assez rapide. Donc je ne sais pas si c'est lié à vous, mais peut-être qu'à un moment, ça a travaillé et ça a fait évoluer vos partenaires même. C'est ça que je veux faire passer comme message. Oui, en fait, ça a été notre premier partenaire, Clarins, Christian Clarins, et c'est vraiment grâce à lui qu'on a pu lancer ce projet, parce que c'était un des premiers à vraiment croire c'était juste une idée à la base. Et lui m'a dit, ça fait des années que j'ai arrêté les sacs plastiques. Alors lui, c'était vraiment les sacs plastiques. Pareil, tout le monde était au sac plastique, et ça a été un des premiers à appeler, pareil, en disant on arrête, on fait des sacs en papier, mais on arrête le plastique. Et donc lui, il disait qu'à l'époque, ça coûtait quand même très cher, donc c'était quand même une volonté assez ambitieuse. Et c'est parti de là, et il m'a dit, la prochaine chose que j'ai envie de financer, c'est la lutte contre la pollution plastique. Et je l'ai rencontré pile au bon moment, puisqu'on c'était à l'arrivée de Under the Pole. Et donc, c'est là où j'ai pu lui parler du projet, de cette idée-là, et ça s'est fait assez rapidement. Et en fait, il faut toujours quand même des pionniers pour que derrière, d'autres partenaires puissent arriver. Et donc, ça c'est vraiment quand même un élément déclencheur important. C'est super. On a répondu à l'une des questions de Catherine, je crois, qui disait comment vous financez vos projets. Donc, c'est par du sponsoring aujourd'hui, essentiellement. Vous n'avez pas d'autres éléments de ressources? Sponsoring, mécénat, ça nous permet d'avoir des projets qui ne sont pas forcément rentables. C'est-à-dire que faire de la recherche sur des technologies open source, donc sans brevet, ce n'est pas quelque chose qui est rentable aujourd'hui. C'est pas, l'océan n'a pas d'argent pour nous. Donc, il faut qu'on trouve une autre manière de financer ce type de recherche-là, qui vont avoir un impact bien plus important, mais qui, en elles-mêmes, n'ont pas un modèle économique évident à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette voie-là plutôt que de la voie classique des investisseurs, du financement de start-up, parce qu'on avait cette volonté de faire de l'open source, et aussi on a un volet quand même très communication avec le bateau. Et donc ça, c'est beaucoup plus adapté à du sponsoring qu'à de l'investissement classique. Mais vous êtes une association. Alors, on a plusieurs structures, c'est ça la complexité de la France. Comme tous les projets similaires, on a une entreprise, une association, parce que tu ne peux pas faire du sponsoring sur une association.
Donc, tu es obligé d'avoir plusieurs structures. Et ça, c'est quand même compliqué. On passe beaucoup de temps à réfléchir, à innover d'un point de vue juridique, légal, parce que c'est toujours des montages compliqués à faire. Et alors, on va passer maintenant sur la partie Odyssée et sur la partie projet. Juste pour nous donner un peu une cartographie, c'est quoi l'aventure qui arrive? Il y a quelqu'un qui me dit, attendez, je ne sais plus qui c'est, je voudrais pas vous. J'ai un garçon, je crois, qui me demandait si, voilà, pardon, pas un garçon, une fille, excuse-moi, Albertine, qui dit est-ce que Plastic Odyssey passera sur les côtes landaises ou Bordeaux, que nous adorerions voir venir votre incroyable lab inspirant. On va passer à Bordeaux. On va passer à Bordeaux. La Quand? Rochelle, Bordeaux. Donc, ouais, c'est Il y a prévu. un agenda à peu près ou pas? Il n'est pas encore diffusé officiellement, mais il existe. Et je crois qu'on va communiquer sur les villes et les dates, parce qu'on est encore en train d'ajuster ça, mais assez dans les mois qui viennent, là. D'accord. Et à partir de là, donc dans le monde, c'est quoi les grandes étapes, le temps? Combien de temps va durer cette aventure et où est-ce que vous allez aller? Alors, l'idée, c'est de faire un premier Tour de France de juin à septembre, participer au Congrès mondial de la nature en septembre à Marseille, et ensuite lancer l'expédition en octobre à peu près dans un premier temps, on fait une mission en Méditerranée, donc Égypte, Maghreb. On poursuit en Afrique de l'Ouest. Ensuite, on traverse en Amérique du Sud jusqu'à Haïti. On passe Panama. Et donc là, on passe côté Pacifique. On redescend au Pérou. Et là, on traverse donc, le Pacifique Sud pour rejoindre l'Asie du Sud-Est, qui est vraiment un des points importants en termes de pollution plastique. C'est des endroits, c'est là où il y a beaucoup de défis à relever. Et donc, Asie du Sud-Est, après, on reboucle par l'Afrique de l'Est et on revient à Marseille en 2024. Donc, l'idée, c'est d'avoir 3 années vraiment de mission et de revenir pour un événement aussi majeur qui est les JO en 2024, puisque la partie nautique se passe à Marseille. Donc, l'idée, Très c'était bien. vraiment aussi de caler le calendrier sur le Congrès mondial de la nature, qui devait avoir lieu l'année dernière. J'espère qu'il ne sera pas encore repoussé, mais on verra. Et puis les JO en 2024. Et comment est-ce que vous allez, là j'ai quelques réflexions, quelques commentaires. Alors juste une petite chose pour les chers amis, évitez les textes ou les questions qui font 5, 6, 7, 9, 10 lignes, parce que je ne peux pas les lire et écouter Simon en même temps. Essayez de faire plus des questions de 2 ou 3 lignes, ce sera plus simple. Et donc j'ai 2 questions là, qui sont liées à la France. Une première qui me dit est-ce que en fait les machines en open source seront disponibles en France, et une deuxième qui est aussi lié, qui dit, mais en fait, on a en France des besoins, on a en France des problèmes. Tu le disais tout à l'heure, on fait partie de ces gens qui devrions limiter ou diviser au moins le plastique par 2, l'utilisation, au moins. Comment est-ce que vous allez partager ces connaissances? Est-ce qu'on va pouvoir les suivre? Est-ce qu'il va y avoir oui, de la connaissance qui va rentrer dans la mécanique ou les dispositifs scientifiques et entrepreneuriaux français? Alors oui, on va diffuser tout ce savoir, ces plans sur une plateforme en ligne qui sera disponible, pareil, à peu près au moment du départ en juin. Et l'idée, c'est d'être une sorte de Wikipédia du recyclage plastique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'école du recyclage. Même en France, il y a des écoles qui forment à la plasturgie, où on parle un tout petit peu de recyclage, mais ça reste anecdotique. Mais il n'y a pas d'école du recyclage. Et donc, on cherche vraiment à réunir tout ce savoir parce qu'il existe, mais il est encore entre les mains de quelques industriels qui connaissent, des vieux de la vieille qui font ça depuis toujours et qui ont un savoir incroyable. Et donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir tout agréger sur cette plateforme, que ça soit de la connaissance technique sur le plastique, les plans des machines de recyclage, des business models associés. Et c'est ça le vrai challenge. Et donc, pour la France, justement, c'est de trouver des business models. Puisqu'on peut recycler du plastique par loisir. Il y a plein de projets comme ça, justement, où avec des petites machines de recyclage, on peut faire des objets assez facilement. Et donc, on peut en faire une activité soit artistique, soit de loisir. Mais arriver à recycler, que ça soit rentable avec une production significative et traiter vraiment des grandes quantités, c'est là où ça devient un peu compliqué. Et donc, il faut trouver, puisque justement en France, il y a un coût de fonctionnement important, vu que les salaires sont importants, il faut trouver une manière
des produits qui fassent que ça soit rentable. Donc ça, on va quand même le chercher, puisque sur notre Tour de France, on a lancé un programme qui s'est clôturé lundi. On a fait un appel à projet, et on a une cinquantaine de candidatures d'entrepreneurs, de porteurs de projets qu'on va sélectionner, et on va inviter les meilleurs à bord du bateau pour leur permettre d'utiliser les machines et de prototyper, d'expérimenter pour trouver justement des modèles économiques qui sont viables. Donc, on a plein de projets qui peuvent aller du frisbee, skateboard, au vélo. Il y a plein d'idées comme ça, mais ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver des objets qu'on peut faire en plastique recyclé qui répondent à un besoin, qui ne vont pas recréer un déchet, et puis qui peuvent créer un modèle viable économiquement. Donc c'est ça le challenge en France, je pense. Des questions aussi. Je prends celle d'Étienne qui dit: y a-t-il de la place pour un navigant qui porterait une expo collective de milliers d'artistes français via une vidéoprojection? Évidemment, tu peux répondre à Étienne ou vous mettre en relation, mais qui pose aussi la question, là, vous êtes en période de recrutement sur le bateau. Oui, alors les marins, finalement, c'est quand même un bateau de commerce. C'est un bateau qui est armé au commerce sous pavillon français, donc on est obligé d'avoir des marins professionnels comme moi, Alexandre. Et donc là, on recrute en ce moment l'équipage pro, donc c'est des marins qui ont des brevets et ils vont être 7 en permanence. Donc il va y avoir un roulement pour qu'ils puissent tourner. Et donc ça c'est quelque chose qu'on fait. Après, il y a 20 places à bord, donc on embarque aussi des reporters, des médiamans. On embarque des résidents qui vont utiliser les machines, une équipe qui va s'occuper plutôt de la partie sensibilisation au grand public. On pourra en revenir dessus tout à l'heure peut-être, mais on travaille aussi sur les sciences sociales et comportementales. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi on utilise du plastique et comprendre comment est-ce qu'on peut changer nos comportements. Donc ça, c'est un peu une première. On a une dizaine de chercheurs en France en sciences sociales qui sont partenaires de ce programme qu'on a lancé et qui s'intéressent vraiment au comportement des consommateurs et à notre rapport au plastique et aux déchets. Et ça, on va le faire dans chaque pays. Donc ça va être hyper intéressant de voir dans tous les pays où on va, quel est notre rapport aux déchets, au plastique. Et on sait déjà que dans certains pays, on utilise du plastique pour différentes raisons. Au Maroc, typiquement, on utilise des sacs plastiques noirs, pas forcément parce que c'est pratique, mais surtout pour pas qu'on puisse voir ce qu'on a acheté quand on fait des courses. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancré culturellement. Et en Asie, au contraire, ça va être plutôt synonyme d'hygiène, de progrès, de propreté. Donc tout est emballé dans du plastique. Donc en fait, c'est important de comprendre aussi cet aspect-là. On a une équipe à bord dédiée vraiment à cette recherche, à un programme pédagogique, la sensibilisation grand public et les changements de comportement. Donc il va quand même y avoir pas mal de monde embarqué et il y aura sûrement de la place pour des porteurs de projets, des initiatives qui peuvent aussi participer aux escales et à l'aventure. Ce qui répond à la question de Catherine, faut-il recycler le plastique et réduire sa production? En fait, c'est certainement un mix des deux avec des comportements à entendre et peut-être pas venir en mode inquisitoire, mais comprendre comment ça fonctionne et comment culturellement les gens ont une relation avec ces objets pour pouvoir modifier ça. Une autre question me demande, est-ce qu'on peut nettoyer le fond des océans, qui correspond à l'une des questions que tu avais à un moment tu avais abordé où tu disais que c'était pas possible compliqué puisqu'on retirait aussi la vie en fait, le vivant. C'est ça, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que, alors déjà, l'océan est grand, 70% de la surface de la Terre, il est profond. Quand on regarde les fosses océaniques, c'est plusieurs kilomètres. Donc, on ne peut pas s'amuser à aller récupérer du plastique au fond de l'eau et ça n'aurait pas forcément de sens puisque une fois qu'il est au fond, finalement, il a assez peu d'impact, il est stable, la température est faible, il n'y a pas de rayon du soleil. Donc, malheureusement, ça forme une couche sédimentaire et ce qui se dit, c'est que dans plusieurs centaines d'années, quand on fera des fouilles, on verra cette couche sédimentaire de plastique qui correspond à notre époque. Mais voilà, malheureusement, ça ferait plus de dégâts que de bien d'aller récupérer ces plastiques-là parce que dessus, la vie s'est reformée. Et on le voit d'ailleurs, ça s'appelle la plastisphère. Ces microplastiques qui circulent dans l'océan sont en fait recouvertes de vie. Donc ça pose des questions. Qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on enlève le plastique, mais on enlève aussi toute la vie qui s'est faite autour. Dans
dans certaines zones vraiment au large, en pleine mer, on retrouve parfois des amas, donc des filets par exemple. C'est à peu près la seule chose qu'on trouve qui reste entier, c'est des filets flottants. Et on se rend compte qu'à l'intérieur de ces amas de déchets, il y a tout un écosystème qui s'est construit et on retrouve même des poissons qui sont présents uniquement dans les coraux, des poissons qui sont présents le long des côtes. Si on enlève cet habitat finalement qui s'est construit, qu'est-ce qu'on fait des poissons aussi, puisqu'ils ne peuvent pas survivre en pleine mer. Donc c'est assez compliqué comme approche, comme problème. Et on ne peut pas juste se dire, il n'y a qu'à enlever bêtement des déchets et puis on verra, puisque justement, la nature fait bien les choses et se reconstruit. Donc c'est important de ne pas avoir une approche purement technologique à ce problème-là. Et c'est toujours ce qu'on a tendance à faire. C'est un peu le grand problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois, on réfléchit en termes de technique, d'ingénierie, parce que ça paraît quelque chose de magique. On se dit, c'est pas grave, les ingénieurs vont trouver une solution de nettoyer l'océan, enlever le CO2 de l'atmosphère et autres. Et on se rend compte que finalement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on a une réponse technologique à un problème, en général, on crée d'autres problèmes. Et donc, c'est toujours la problématique. Et ça va, c'est valable aussi pour nos comportements à nous. Il y a ce qu'on appelle l'effet rebond qui est bien connu et qui fait que quand on cherche à résoudre un problème, souvent, on l'empire. Par effet rebond, en fait. On utilise plus. Donc, c'est par exemple la voiture électrique, c'est un bon exemple. La 4G, les données mobiles, si on regarde les données mobiles, plus on augmente le débit des données mobiles, plus on a l'impression qu'on va gagner du temps parce qu'on gagne en rapidité, mais plus finalement on passe de temps sur notre téléphone parce qu'on a beaucoup plus d'applications. Et donc c'est ça l'effet rebond. C'est qu'en voulant gagner en efficacité, on en perd parce qu'on perd plus de temps. Et donc c'est valable dans tous les domaines. C'est un des grands problèmes. Passons un peu au projet. Est-ce que vous avez déjà identifié dans votre parcours des projets, des solutions? Il y a beaucoup de questions, il y a vraiment beaucoup de questions ce soir et beaucoup de questions qui sont un peu associées à ça, j'imagine, avec des questions qui tournent autour du mais comment nous on peut faire dans notre quotidien? Est-ce qu'il y a des low-tech qu'on peut mettre en place et qui nous permettraient de réduire notre consommation, de recycler? Comment est-ce que je peux ramasser mon plastique sur les plages? Beaucoup de questions, mais partons d'abord de ce que toi, tu as pu voir. Est-ce que vous avez identifié des choses qui sont géniales, intéressantes, duplicables et qu'il faudrait ramener avec nous ou avec vous? À une échelle très individuelle? À une échelle très individuelle et la question étant ouverte de manière certainement plus macro, parce que c'est là aussi que se situe l'impact. C'est sûr. À une échelle individuelle, je pense que malheureusement, il faut se rendre compte que le recyclage, ce n'est pas une panacée et que c'est bien quand les déchets ont été produits, c'est mieux que de les laisser là, forcément, il faut en faire quelque chose. Mais il faut aussi prendre conscience que ce n'est pas du tout une boucle fermée et que ça n'existera jamais ça, parce que dans tous les cas, on utilise de l'énergie pour retransformer la matière. Donc, ce n'est pas du tout une solution miracle, comme on peut parfois l'imaginer. Et donc, il faut réduire nos déchets. Donc, c'est pour ça que toute la vie à bord du bateau va se faire sans plastique. On va utiliser uniquement des emballages réutilisables, vivre sans plastique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà expérimenter à notre échelle. On connaît tous les gourdes, les mugs, acheter en vrac, utiliser du shampoing solide, du dentifrice solide. Enfin, c'est des choses assez simples. Finalement, ça paraît compliqué de s'y mettre, mais petit à petit, c'est une histoire d'habitude finalement. Et quand on part faire les courses avec des sacs, j'en ai un là en coton, c'est pas forcément plus compliqué d'avoir un sac comme ça dans un tote bag et puis d'aller faire ses courses en vrac. Et finalement, si on prend cette habitude-là, on évite une quantité monstrueuse d'emballages et de plastique qui ne sont pas forcément utiles. Et donc ça, c'est des choses assez simples. Il faut juste changer un peu nos habitudes. Et puis c'est vachement plus confortable aussi, parce que quand on n'a pas tous ces emballages-là et que on se passe vraiment de ça, on a des produits bruts, c'est quand même vachement plus agréable au quotidien. Et donc ça, c'est ce qu'on essaie de porter comme message dans les pays riches qui consomment beaucoup. Parce que les pays, en gros, pour faire assez simple, les pays les plus pauvres consomment assez peu, mais ont peu de moyens de collecte et de recyclage. Et de l'autre côté, on a des pays riches qui consomment énormément, ont des bons moyens de collecte parce qu'on a quand même des camions qui passent, on a des poubelles. Par contre, derrière, c'est pas très bien géré. C'est enfoui, c'est brûlé.
Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi réduire notre consommation de plastique si on veut résoudre le problème à grande échelle. C'est vraiment ces deux axes-là. Donc, ouais, je dirais qu'il y a des tas de choses qui sont assez marrantes et qu'on peut utiliser au quotidien, mais ça ne va pas forcément dans le recyclage, c'est beaucoup plus sur la réduction du plastique. Et donc ça c'est globalement, mais est-ce que vous avez déjà identifié vous savez que vous allez aller en Asie et vous savez que vous allez faire des recherches préalables, il y a des choses peut-être plus macro, peut-être plus massives, vous dites ça il faut qu'on aille le voir aujourd'hui. Il y a deux exemples qui me viennent en tête. C'est le Liban déjà, incroyable. Il y a surtout un projet qui est vraiment de grande ampleur au Liban autour du recyclage. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont développé un modèle. Ils récupèrent les poubelles, les déchets, ils trient les biodéchets d'un côté, ils en font du compost. Le plastique, ils en font des panneaux et ils font des potagers verticaux avec, des jardinières, des grandes jardinières. Et donc, ils mettent le compost dans les jardinières, ils arrivent à recréer de la nourriture à partir des déchets. Ça, c'est quand même assez symbolique, c'est incroyable. Il y a des dizaines d'usines au Liban comme ça, et qui sont vraiment à une échelle significative, qui traitent des déchets de villes de 10 000 habitants en faisant de la nourriture. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et suite aux catastrophes qu'il y a eu, ils se sont mis à recycler le verre, des débris. Donc, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent là-bas. Et pareil, en Égypte, au Caire, c'est aussi incroyable. C'est une communauté, cette fois, qui est informelle. 70 000 personnes qui vivent du recyclage de manière complètement informelle. Alors, les conditions de travail ne sont pas bonnes, hein, ça c'est sûr, c'est à améliorer. Mais par contre, il y a un savoir-faire qui est assez ancestral, qui se passe de génération en génération. Et il y a tout un quartier qui a été créé, un quartier du recyclage, où chaque famille a sa petite entreprise et est spécialisée dans une partie de la chaîne de valeur. Donc, la famille qui va collecter les déchets au porte-à-porte, la famille qui trie les plastiques, ont développé un savoir-faire, ils savent trier des déchets plastiques entre les différents types de plastiques, juste à l'œil nu, au toucher, à l'oreille. Ça, c'est très rare de savoir faire ça. Et en France, personne ne sait faire ça quasiment. Et derrière, la famille qui va broyer le plastique, la laver et la retransformer. Donc, il y a vraiment un écosystème qui est unique au monde, je pense, et qu'on a eu la chance de visiter. On a eu la chance de travailler avec des constructeurs de ces machines sur place. Et c'est un puits de savoir qui est incroyable. Une autre question de Patrick Fabre qui me dit: Salut Simon, les solutions de recyclage ne risquent pas d'être limitées au plastique collecté et pris en charge. Comment éviter que le reste fuite vers la mer? Salut Patrick, je connais bien Patrick parce qu'on a passé pas mal de temps, c'est aussi un passionné de ces sujets-là. Et donc, ouais, comment éviter que les plastiques arrivent en mer? Je pense qu'il faut les collecter avant que ça arrive. Alors, en fait, il y a des études assez récentes qui montrent que les côtes agissent comme un filet naturel. C'est-à-dire que ce qui est estimé, c'est qu'à peu près 80% des déchets qui sont mis en mer se rééchouent derrière et sont captés par la végétation, que ce soit la mangrove ou la végétation des côtes. Donc, les côtes sont un réservoir à plastique, un filet naturel à plastique, qui est quand même malheureusement énorme. Donc, tous les projets de ramassage sur les plages, de collecte, c'est essentiel. Et ça permet d'éviter que ces déchets retournent dans la nature, à l'océan. Et après, il y a pas mal de projets pour capter les déchets dans l'eau, donc soit à la sortie directement des bouches d'égout, soit dans les ports, dans les fleuves. Donc ça, c'est intéressant, mais plus on s'éloigne de la côte, plus c'est compliqué. Parce que la mer, c'est pas un lac. Il y a des bateaux qui passent sur les fleuves, il commence à y avoir de la vie, à avoir des vagues. Donc plus on s'éloigne de la côte, plus le défi est compliqué. Donc pour moi, le plus simple, c'est de collecter à terre, et puis plus on essaye de collecter tard, et plus ça va être compliqué et difficile. Ouais. Justement, une question d'Albertine qui est liée à ça. Alors, qui est un peu longue, Albertine, la question, mais je vais quand même la lire. Donc, bonjour, un grand bravo, c'est tellement inspirant. Je vis en France sur la côte landaise. C'est Albertine qui nous demandait si vous passiez à Bordeaux tout à l'heure. Et nous récoltons régulièrement, bien qu'artisanalement, les déchets plastiques qui inondent régulièrement nos plages, ce qui doit concerner d'autres littoraux. Nous avons un bac à marée, mais il ne recycle pas les déchets. Donc, nous donnons à l'association Pick It Up des bouchons en plastique pour les recycler. Mais il est difficile de trouver d'autres ateliers ou associations pour recycler tous les autres nombreux déchets.
N'étant pas des ingénieurs, qu'auriez-vous comme conseil à nous donner pour que nous puissions créer notre propre solution de recyclage ou peut-être donner un lien, nommer quelques associations sur lesquelles il serait possible d'entrer en contact, avec qui il serait possible d'entrer en contact. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas encore beaucoup il y a quelques entreprises qui existent. Il y en a une très belle et qui nous inspire beaucoup aussi au nord de Marseille qui s'appelle MP Industrie, mais pareil, c'est vraiment des gens qui ont une technique, un savoir-faire sur le recyclage assez low-tech, artisanal. Mais il y en a très très peu en France et c'est ce qu'on cherche justement à faire en sorte qu'il y en ait plus. Mais sinon, après, il y a des filières classiques, mais malheureusement, c'est bien souvent pas recyclé parce que c'est des déchets qui sont compliqués à recycler et c'est trop coûteux. Donc souvent, c'est beaucoup moins coûteux d'aller les enterrer ou les brûler plutôt que de chercher à valoriser, à trier. Donc après, ça va être un des objectifs. On pourra en reparler et voir comment est-ce qu'on peut aider. C'est vrai que nous, on est quand même à un stade encore de recherche. On n'a pas encore l'équipe suffisante pour accompagner tous les projets, même si on commence. On a 5-6 projets pilotes dans le monde qu'on étudie et on commence à développer. Donc ça va venir, malheureusement, on est encore au stade, c'est encore un peu tôt, on n'a pas cette force de frappe pour pouvoir aider tout le monde à lancer des projets. Mais il faut continuer à suivre l'aventure et à participer et ça va pouvoir se faire assez rapidement quand même. Le rêve d'après, quand vous revenez, c'est quoi? C'est créer une école, c'est participer peut-être à un fonds, ou en tout cas initier un fonds. Vous avez déjà cette idée de ce qui va se passer après? Ouais, alors on va même pas attendre après, on va même commencer avant le départ, puisqu'on a déjà une personne qui travaille sur, dans un premier temps, l'étude des projets existants, de tout ce qui se fait dans le monde entier, comprendre les modèles économiques qu'il y a derrière, qu'est-ce qui marche pas, et donc quelle est la recette magique au-delà de la technique et des machines. Qu'est-ce qui fait qu'un recycleur va pouvoir fonctionner, que le projet va marcher et qu'il va gagner sa vie? Ça, c'est un gros point d'étude pour le moment. Et là, on a étudié ça, on va passer à l'action, à l'implantation des premiers projets pilotes. Et donc pour ça, on essaie déjà de boucler le budget vraiment de l'expédition et de lancer cette expédition-là. Et ensuite, la deuxième étape qui va être assez rapide, ça va être d'aller chercher des financements pour lancer les premiers projets pilotes sur le terrain et aider des entrepreneurs à investir dans les machines et puis lancer leur initiative. Oui, il nous reste, les amis, il nous reste 7 minutes, voire à peu près 6, parce que j'essaie d'être très ponctuel pour ça. Alors, Muriel, vous avez une question sur le Liban. Je pense que le mieux, ce serait de l'adresser directement à Simon et à Plastic Odyssée via le contact. N'hésitez vraiment pas. J'avais une autre question. Alors, avez-vous des exemples concrets de business models qui ont été totalement pivotés pour éliminer le besoin de plastique tout en répondant aux besoins fonctionnels? C'est une question de Fabrice Lebas. Alors, on n'a pas peut-être encore une expérience, puisque on n'a pas encore sourcé, rencontré tous les projets dans le monde. Donc, on a assez peu d'expérience on n'a pas étudié encore des startups qui ont pivoté pour changer de modèle, mais je pense que ça, c'est quelque Radicalement, ouais. Il y avait eu, alors je vais répondre mais je crois que la société malheureusement est arrêtée aujourd'hui. Une des startups qui avait gagné le prix national je crois que c'était Plastic Challenge de National Geographic, une entreprise créée par un Italien, avait trouvé en fait le moyen de remplacer l'ensemble du plastique des gobelets ou de tous les éléments en fait par du quartz. Et malheureusement, je crois aux dernières nouvelles qu'il a pas réussi à avoir tous les financements. Mais pour moi, c'est ce que je garde d'un vrai pivot, d'une structure qui a complètement changé, malheureusement, peut-être encore de manière un peu prématurée aujourd'hui. Et les industriels comme les restaurants, on voit bien que les gobelets que vous utilisez en fait dans les fast-foods, ils sont pas full zéro plastique. Il y a quand même des initiatives, je pense à Loop, qui sont en fait des innovations d'usage où justement on cherche toujours à se dire comment est-ce qu'on remplace le matériau. Mais finalement, ce qui est le plus efficace, c'est de remplacer l'usage, c'est de passer du gobelet jetable en plastique à un gobelet réutilisable, un mug. Et ça, Loop cherche à le faire sur des contenants plus classiques en mettant en place un système de consigne
Et ça, c'est un bon exemple, parce que c'est vraiment un pivot radical, hein, d'un modèle de packaging jetable, un modèle complètement réutilisable. Alors, je peux prendre encore, si vous voulez, une dernière question ou non. Je vais la. Enfin, non, je vais pas vous. Il y en a vraiment beaucoup. Ce soir, c'est un gros succès, là. C'est assez génial. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, parce qu'il reste assez peu de minutes maintenant, est-ce que vous allez créer une plateforme d'échange, de discussion? On voit en fait qu'il y a une vraie attente. Il y a quand même beaucoup. C'est un sujet qui prend au trip tout le monde. Est-ce que vous allez créer, un peu comme l'avait fait, comme le fait Thomas Landrin avec Just One Giant Lab qu'on avait reçu avant toi, où il fait une plateforme d'échange et de construction. Est-ce que vous allez faire la même chose? Est-ce qu'il y aura une plateforme Plastique Odyssée où moi j'arrive avec mes projets, je me connecte avec d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu comme Ouais, ça? complètement. Alors justement, on est aussi très proche de Thomas et il nous a créé notre plateforme sur Joggle. Donc on commence à construire cette page Joggle qui va nous permettre de faire collaborer tout le monde autour de cette thématique plastique. Et puis, dans un deuxième temps, on aura cette fameuse aussi plateforme qui va réunir la connaissance. Et on aimerait bien coupler ça, donc à voir si c'est Joggle et cette plateforme, comment on va l'articuler. Mais en tout cas, c'est vraiment notre volonté d'avoir à la fois de la connaissance libre, accessible, et un réseau connecter les gens. Et c'est ça à ça que va servir aussi cette expédition, c'est à créer ce réseau mondial, à fédérer cette communauté et faire en sorte qu'elle puisse collaborer et faire naître des projets concrets sans qu'on soit derrière chaque projet. Et ben, je disais à un moment dans nos conversations, School Lab, donc, qui est un des partenaires des Mo Talks, a créé un programme avec Berkeley qui s'appelle Deplastify, qui est porté par Mo également. Donc, vous aurez certainement beaucoup de choses à travailler ensemble et j'espère, j'en parlerai pour qu'on puisse se greffer sur la plateforme Joggle. Et puis, concluons comme ça. Vous prenez la mer dans combien de temps maintenant? Alors j'espère début juin. C'est Début juin. l'objectif. Le chantier du bateau est quand même assez compliqué. Il y a encore beaucoup de travail, mais on aimerait bien partir début juin parce qu'on a plein d'étapes assez intéressantes là cet été. Donc on n'a pas envie de prendre du retard parce que on n'a pas envie de rater tous ces événements qui vont se passer. C'est un super projet. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter, Simon, parce qu'on est depuis maintenant quelques années. C'est un super projet. Les gens qu'il y a autour, que ce soit, on a parlé de Nice Joyeux, de Thomas Landrin, toutes ces connexions, c'est assez fantastique. Je vous invite à regarder tout ce qu'ils font. C'est une très belle communauté avec ils sont en plus, vous êtes amis, donc c'est vraiment une génération qui est en train de changer les choses. Je trouve ça assez génial. Je suis très fier de t'avoir invité pour Small Talk. Merci à tous d'avoir été avec nous. Alors, je vous annonce que le 18 mars prochain, on va avoir un nouveau Small Talk avec quelqu'un de tout à fait passionnant. Il s'agit de Mélanie Marcel de SoScience. Et alors, on va aborder un sujet un peu touchy, qui est le sujet de la recherche fondamentale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on associe la recherche fondamentale, et on le voit avec la crise du Covid, on s'aperçoit qu'elle est peut-être un peu travestie par le grand capitalisme et que cette recherche fondamentale, à l'origine, c'est quand même de faire le bien humain. Et ben, on va en parler avec Mélanie Marcel. Ce sera le 18 mars prochain. Il y a plein d'autres invités extraordinaires qui vont arriver. Vous les reverrez, j'espère physiquement. Alors, si c'est en mois de juin, puis qu'on ouvre Mo au mois de juin, peut-être que bon, on attendra que ton retour de cette excursion Plastique Odyssée. Merci beaucoup Simon. Bon courage, bon vent, comme dirait l'autre. Merci beaucoup Arnaud, ça m'a vraiment fait très plaisir de pouvoir participer. Super. Merci à tous. À Très belle bientôt. soirée. Belle nuit. Salut.